Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct et en cette semaine spéciale culture et artisanat. Notre dossier du jour sera consacré au musée. Quelle stratégie pour leur réhabilitation? Eh bien, nous en parlerons. Au sommaire également, la centrale électorale de la majorité présidentielle a été lancée ce lundi en République démocratique du Congo, mais pour l'heure, aucun détail n'a été fourni sur son fonctionnement ou sa composition. Et puis en Côte d'Ivoire, la récente mutinerie a eu des conséquences immédiates. Tous les chefs militaires ont été limogés et remplacés ce lundi. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Monsieur Raphaël Elono, bonsoir. Bonsoir madame et merci de m'avoir invité et tous mes meilleurs vœux. Merci, vous êtes écrivain camerounais, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également sur ce plateau nos éditorialistes Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Graziella, bonsoir à toutes et à tous. Et Malik Hacher. Malik, bonsoir. Bonsoir Graziella, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, c'est l'info du jour. En attendant que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dévoile son calendrier, la majorité présidentielle se prépare sur les plans politiques, financiers et matériels pour les prochains scrutins en République démocratique du Congo. Une centrale électorale a été lancée ce lundi à Kinshasa. Daouda, comment interpréter cette annonce? Est-ce le signe que le gouvernement congolais entend tenir ses engagements? Écoutez, on peut le voir comme ça. On peut y voir un signe positif et je pense que oui, moi je préfère voir cela comme une préparation vers l'élection présidentielle parce que c'est vrai que ces derniers temps ont été assez, les discussions ont été assez houleuses entre le premier accord avec une certaine frange de l'opposition et celui du 31 décembre. Je pense que là tout a été fait, tous les efforts ont été menés en termes de médiation, etc., pour arriver à cette conclusion d'organiser l'élection présidentielle en RDC avant 2017. Et je pense que c'est le moment de se préparer. Maintenant, l'observation que je ferai également, c'est que il ne faut pas que l'opposition baisse la garde, entre guillemets. C'est-à-dire que la majorité présidentielle se prépare avec le lancement de cette centrale électorale. Il faut aussi que l'opposition puisse avoir le temps d'organiser sa stratégie de campagne électorale. Or, quand on ne connaît pas la date de l'élection, comment voulez-vous qu'on se prépare? Donc, une élection doit être libre, transparente et équitable. Et l'équité veut également que les forces en jeu aient la même chance, le même temps pour se préparer. Donc, il est hors de question que, pour moi, que la majorité présidentielle connaissent d'avance la date à peu près et se préparent à l'avance, ce qui ferait que l'opposition en soi n'aurait pas le temps de se préparer à son tour. Donc il faut que le jeu soit beaucoup plus clair que ça. Maintenant, dernière chose, c'est que cette majorité présidentielle, rien ne dit qu'elle va tenir la route jusqu'à l'élection présidentielle. Il peut très bien y avoir des dissidents. Aujourd'hui, elle est maintenue par Joseph Kabila, qui est l'autorité. Une fois, étant donné qu'il ne sera plus là pour se présenter candidat, à voir maintenant si tous ceux qui composent la majorité présidentielle vont rester. Rien n'est gagné, donc les cartes peuvent être rebattues également. La situation, pour l'instant, elle n'est pas du tout très claire. Monsieur Elono, vous êtes d'accord? Il faudrait que la commission électorale définisse dès à présent clairement le calendrier électoral en RDC. Oui, pour que les choses se passent normalement, il faudrait que la date soit connue de tous et que certains n'aient pas une certaine longueur d'avance par rapport à d'autres. Je partage tout à fait son analyse, elle est très pertinente. Et comme il dit que le président Kabila risque de ne pas se représenter, donc on va donc voir ceux qui l'ont suivi jusque-là, s'ils vont tenir la route, s'ils seront capables de... Et puis le mot d'ordre pour l'opposition, ce n'est pas de dire, le slogan ne devrait pas être « M. Kabila doit partir ». Le slogan, ce qu'il faut faire, c'est faire des propositions fortes pour le peuple congolais, puisque après tout, c'est le peuple congolais qui devrait sortir vainqueur de toute cette chamaillerie, toutes ces querelles, de tous ces morts qui sont partis, parce qu'il faut penser à ces morts-là et chercher à reconstruire ce pays qui est quand même un pays éminemment riche et on devrait prendre soin de ce pays-là et de ce peuple-là pour qu'au moins s'y retrouve une certaine joie de vivre.
Alors en attendant, l'accord politique reste d'actualité. Malik, cet accord prévoit que la majorité que la primature, revient au rassemblement de l'opposition. Mais le Premier ministre, Sami Badibanga, et son camp ont fait savoir aux évêques qu'ils n'avaient pas été consultés pour ce compromis. Et tant qu'il n'y a pas de démission, il n'y a pas de nouveau gouvernement. On a l'impression finalement que cet accord révèle d'autres problèmes en RDC. Oui, un accord très fragile, justement, comme vous venez de le souligner, Graziella. Je pense que nous sommes dans une instabilité politique criante. Nous voyons tous les jours au sein de l'opposition des fissures entre les personnalités qui, finalement, commencent à hésiter à, justement, ne pas participer, justement, à cette élection présidentielle. Je pense qu'on sera dans un processus très instable ces prochains mois parce que on entend déjà les appels au boycott en RDC parce qu'il y a autour de cette élection peu de crédibilité. Moi, j'ai juste une chose à dire par rapport au calendrier dont on a parlé précédemment. Je pense que la majorité présidentielle, c'est déjà le calendrier électoral. Il ne faut pas, à mon sens, se leurrer. Je pense qu'elle maîtrise justement l'agenda. Et du fait qu'elle maîtrise cela, je pense qu'elle ne veut pas communiquer autour de cet agenda pour avoir cet avantage et pour pouvoir gagner les élections dans un futur proche. Donc, dès lors qu'il y a ce flou qui entoure le calendrier électoral, on peut s'imaginer qu'il y aura une certaine instabilité à venir. Daouda, le rassemblement de l'opposition, on rappelle, comprend plusieurs formations. Y a-t-il des risques que la désignation du futur Premier ministre crée des dissensions en son sein ? Oui, c'est tout à fait possible. Moi, je me garderai de faire un pronostic, puisque on a bien été surpris lors du premier accord. On pensait que ce serait Vital Kamerhe et on s'est rendu bien compte que c'est une autre personne qui a été choisie. Mais pour répondre à votre question, oui, il peut y avoir des dissidents, mais je pense que l'intérêt de l'opposition à RDC, c'est vraiment de garder ce bloc. Le choix d'un Premier ministre aujourd'hui ne doit pas diviser l'entente qui a été obtenue au sein de l'opposition, surtout l'accord du 31 décembre, parce que le Premier ministre qui sera désigné, sa mission principale, disons-le, ce sera l'organisation de l'élection présidentielle. Il aura au grand maximum une petite année, et donc ce ne sera pas un Premier ministre qui va dérouler un programme de développement ou des politiques publiques, etc. Donc ce sera un Premier ministre de compromis pour l'élection présidentielle. Donc ce serait dommage que l'opposition se divise par rapport pour le choix de cette personne qui finalement ne servira qu'à une certaine forme de transition. Merci Daouda. Dans l'actualité également, les événements se bousculent en Côte d'Ivoire. Après le mouvement d'humeur des militaires, plusieurs têtes sont tombées au sein des forces de défense. Le chef d'état-major de l'armée, le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police ont été limogés par décret présidentiel. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan, et on en parle juste après. Coup de balai au sommet de la hiérarchie militaire en Côte d'Ivoire. 48 heures après la mutinerie des soldats les 6 et 7 janvier réclamant le paiement de primes et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, le président de la République a limogé les chefs de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 9 janvier 2017 à la signature de 3 décrets mettant fin aux fonctions du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko en qualité de chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, du général de corps d'armée Gervais Kwaku Kwasi en qualité de commandant supérieur de la gendarmerie nationale et de l'administrateur général de police Bredoum Bia en qualité de directeur général de la police nationale. Après le Conseil des ministres extraordinaire du 7 janvier, à la suite duquel il avait accédé aux revendications des soldats mutins, le chef de l'État avait dénoncé la manière dont les soldats avaient posé leurs revendications. Je voudrais redire que cette manière de revendiquer n'est pas appropriée. En effet, elle ternit l'image de notre pays après tous nos efforts de développement économique et de repositionnement diplomatique.
L'actualité politique est très chargée en Côte d'Ivoire. Si Guillaume Soro a été reconduit à la tête de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été nommé vice-président de la République. Monsieur Alono, ce limogeage au sein des forces de défense était prévisible? Oui, c'était un peu prévisible dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui ne connaît pas une très bonne stabilité depuis bien longtemps. Hein. On aura beau dire, on aura beau commenter, mais tout ça, ça n'augure pas une certaine sérénité. Et vous voyez la position du président de la République. Il n'est pas toujours aisé d'être à la tête d'un pays où, quand les militaires commencent à faire des revendications, le peuple encore peut, mais bon, quoique la force du peuple aussi, elle peut être plus virulente que celle de l'armée. Mais bon, ces gens-là sont armés, on ne sait jamais ce qui se passe dans leur tête. Et pour qu'ils se mettent à l'abri, voilà pourquoi il a sorti ces décrets. Bon, je crois que c'est pour se mettre en sécurité lui aussi, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'en Afrique, les coups d'État sont très courants, hein, puisque la démocratie, elle n'a pas encore acquise ses lettres de noblesse. Et tout se fait par des coups de force, par-ci, par-là, et quand ça commence, voilà, le président, il se rebiffe un peu et il dit, bon, voilà, vous pouvez aller voir ailleurs si j'y suis. Alors, Malik, hein, les revendications de ces militaires se chiffrent à plus de 400 milliards de francs CFA. Le président Ouattara a promis donc de répondre à ces demandes, mais est-ce que la Côte d'Ivoire peut vraiment se le permettre ? Je pense qu'il y a une faute dans justement accepter les revendications des soldats rebelles. Je pense qu'il y a une faute parce qu'on ne doit pas comme ça accéder à des revendications qui n'ont aucun sens après juste une mutinerie de quelques jours. Je pense qu'il y a une faiblesse de l'État. C'est une promesse. Hein, C'est une promesse, mais je veux dire que dès lors qu'il y a violence, dès lors qu'il y a mutinerie, dès lors qu'il y a vecteur d'instabilité, l'État doit être ferme. On peut justement accepter ces revendications, mais dans le cadre d'un dialogue. Et c'est ce qui a été fait. Alors, je mettrai un bémol parce que l'État ivoirien a été très réactif. Et pour cela, il y a eu quand même l'instauration d'un dialogue. Mais du fait de cette violence-là, de cette revendication, de cette façon de revendiquer, je pense qu'il y a eu une faiblesse de l'État ivoirien. Mais je reconnais que l'État ivoirien a été très réactif et je pense qu'on n'a pas besoin de ce genre de violence pour le pays qui a connu des heures troubles et qui n'a pas besoin de revenir vers des ombres plus sombres. Oui, non, moi je pense que c'est des revendications qui sont légitimes. Moi, je pense que c'est légitime. Maintenant, la manière de faire est complètement condamnable. On ne prend pas des armes comme ça pour revendiquer quand on est militaire. Quand on est militaire, on n'a pas le droit à la grève ou des formes de contestation pareilles. Par contre, je pense que c'est légitime de réclamer, parce que c'est des militaires qui ont des familles, qui sont allés sur le terrain. Les Comogues, c'est la force en Afrique de l'Ouest. Et puis, je pense que pour la crédibilité de la CEDEAO, vous savez, les Nations Unies, les soldats des Nations Unies sont payés. Hein. Dans la majorité des cas, il n'y a pas forcément de problème. Donc là, il me semble que c'est la force même de la CEDEAO, sa crédibilité qui était aussi en jeu. Et je pense que le président ivoirien ne pouvait pas prendre cette responsabilité de laisser faire. Aussi, bon, on sait que c'est un pays qui est quand même un petit peu fragile parce que ça a été remis sur les rails, mais il y a quand même ce passé-là qui peut aussi ressurgir. Donc, moi, je trouve que la réaction d'Alassane Ouattara était une bonne réaction. Je pense que la fermeté y était aussi parce que finalement, ils n'ont pas pu aller plus loin, même si c'est regrettable. Et puis l'image du pays est en jeu également. Donc pour tout ça, ça me semble, les choses sont rentrées dans l'ordre et tant mieux. Mais Malik, on a l'impression tout de même qu'il y a un réel malaise au sein de l'armée ivoirienne. Qu'en est-il ? C'est ce que je voulais justement dire, c'est qu'il y a une véritable cassure justement entre l'État. On a l'impression, du moins du fait de cet événement, qu'il y a une cassure entre l'État et l'armée, même si les deux parfois sont indissociables. Il y a une véritable cassure et ces revendications montrent qu'il y a un dialogue qui a été rompu pendant longtemps. Il y a eu certes un remaniement au sein de l'armée, il y a eu une restructuration qui est légitime et qui a été indispensable, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est-à-dire que les institutions n'ont pas fonctionné correctement, ou du moins il y a eu un problème de chaîne, je dirais, entre le pouvoir et les militaires. Et c'est très inquiétant.
entre guillemets, c'est très inquiétant. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a ces formes de revendications violentes, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas encore réussi à, je dirais, se stabiliser véritablement. Merci. Malik, nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.